Dans Jujutsu Kaisen, Yuta rencontre les hauts dirigeants qui louent ses efforts. Cependant, il leur dit franchement d'en venir aux faits. L'un d'eux ricane et affirme que le fait qu'il ait tué des esprits maudits ne prouve rien. Yuta leur demande alors s'ils souhaitent qu'il fasse un contrat pour leur assurer qu'il mènera à bien n'importe quel plan. Il ajoute que, puisque Yuji Itadori a coupé le bras d'Inumaki à Shibuya, il le tuera lui-même. À la fin de la réunion, 5 annonces importantes sont faites. D'abord, la confirmation que Geto Suguru a survécu. La peine capitale lui a été de nouveau infligée. Ensuite, Gojo Satoru a été reconnu comme co-responsable de l'incident de Shibuya. Il est donc banni du monde de l'exorcisme. Toute tentative de lever son sceau sera reconnue comme un acte criminel. Troisièmement, la peine capitale a été infligée à Yaga Masamichi pour avoir incité Gojo Satoru et Geto Suguru à causer l'incident de Shibuya. Quatrièmement, la suspension de la peine capitale à l'intention de Itadori Yuji a été levée. L'exécution immédiate de la peine est encouragée. Et enfin, l'exécution d'Itadori Yuji a été assignée à l'exorciste de rang S, Okotsu Yuta. En avançant jusqu'au domaine des Zenin, l'exorciste de rang un spécial Naoya Zenin apprend le décès de Maki. Une dame lui dit de se soucier pour le moment de la tête de la famille. De plus, c'est Maki qui est en situation critique. Elle continue en disant que Maki ne fera pas l'affaire. Il faut qu'elle connaisse sa place par rapport à un homme. Une femme qui ne sait pas marcher 3 pas derrière son homme ne mérite qu'un coup de sabre dans le dos. Naoya ajoute que sur ce point, Mei serait parfaite. Mais la dame dit qu'elle a le même visage et le même tour de poitrine que Maki. Bien qu'elle soit forte, elle sait au fond d'elle-même qu'elle n'en est pas moins juste une femme. Après avoir critiqué Maki, Naoya rejoint Ugi et Jinichi qui le questionnent sur son retard car son père est aux portes de la mort. Il s'excuse et affirme que cela ne changera rien qu'il vienne ou pas puisqu'il sera le prochain chef de famille. Il ajoute « Mes frères aînés sont des bons à rien. Bien que vous soyez son frère, cher oncle, vous n'avez jamais eu grande importance et sa fille, aucun risque. Pour ce qui est de Jinichi, ta face vaut pas mieux qu'un Picasso. Si t'échangeais avec Toji, ça pourrait aller, mais là, cette déclaration énerve Jinichi qui l'attaque, mais Naoya esquive. Alors que notre cher Naoya manque de respect à ses aînés en se prenant pour Gojo, son oncle pose sa lame sur sa gorge. Mais, toujours dans son délire, il ajoute qu'il attendait la mort de son père depuis longtemps. Soudain, un vieux nommé Furudate arrive et informe les 3 du décès de Naobito, le chef de la famille. Il lit le testament et annonce que Naoya devient le 27e chef de la famille Zenin et hérite de tous les biens, y compris des armes maudites entreposées au lycée technique d'exorcisme de Tokyo et dans les entrepôts de la famille Zenin. Ces fonctions lui seront octroyées uniquement avec l'accord, soit de Zenin Ugi, soit de Zenin Jinichi, ce qui irrite un peu Naoya. Cependant, dans un retournement totalement inattendu, Furudate révèle une clause liée à un accord écrit avec Toji. Elle stipule que si Gojo meurt ou venait à perdre la capacité de produire un jugement cohérent, alors Megumi Fushiguro deviendra le chef de la famille. En entendant cela, Naoya est furieux. Il comprend que les autres préféreraient n'importe qui d'autre que lui à la tête du clan. Il demande ensuite la position de Megumi. Une servante lui apprend que Megumi est à Tokyo à la recherche de Yuji. Naoya lui ordonne d'informer les hauts dirigeants qu'il tuera Yuji personnellement. Et en plus, il prévoit de profiter du chaos régnant à Tokyo pour assassiner Megumi et s'assurer ainsi la succession. Passons maintenant à Yuki. Dans un flashback, on la voit au téléphone avec quelqu'un à qui elle s'excuse de ne pas être intervenue plus tôt. Elle précise qu'elle n'est pas forcément de leur côté et qu'elle souhaite simplement débarrasser le monde des fléaux. Elle dit qu'elle et ses alliés se chargeront d'escorter les élèves qui étaient présents lors des événements. Finalement, elle révèle qu'elle prévoit d'aller parler à Tengen. On retrouve ensuite Yuji, assise seule sur un grand escalier complètement abattu. Choso vient à lui et lui demande comment il va. Yuji répond qu'il se remet grâce à Sukuna, mais qu'il peut sentir ce dernier devenir de plus en plus puissant. Choso lui dit qu'il peut retourner à l'école d'exorcisme pendant qu'il s'occupe de récupérer les corps de ses frères, mais Yuji refuse. Sukuna prépare quelque chose pour Megumi et Yuji estime avoir tué trop de gens. Il ajoute qu'il ne va pas pouvoir rester avec eux très longtemps et demande à Choso si le fait qu'il ait tué ses frères ne le dérangeait pas. Ce dernier répond calmement que c'était un accident et pense que si Ezo et Kechizu avaient été à sa place, ils auraient fait la même chose. Les deux se mettent alors en route pour éliminer des fléaux, tandis que Naoya et Yuta se dirigent de leur côté pour traquer Yuji et l'exécuter. Yuji attire plusieurs fléaux en frappant dans ses mains. Les fléaux le poursuivent dans les rues en l'attaquant, mais Yuji esquive chacune de leurs attaques. Il les conduit ensuite dans un tunnel où Choso en élimine la plupart d'un seul tir de sang perforant. Le dernier fléau bondit vers Choso, mais Yuji l'écrase contre le mur d'un seul coup, l'exorcisant instantanément. Choso est choqué.
Lors de leur combat, la puissance de Yuji l'avait déjà impressionné, mais il voit clairement qu'il a affiné sa technique depuis. Sa maîtrise de l'exorcisme et sa force brute ne cessent de se décupler jour après jour. Pourtant, il n'a même pas encore récupéré toutes ses forces. C'est un véritable dieu démoniaque. Il le trouve impressionnant et l'appelle une fois de plus « petit frère », ce qu'il adore faire. Yuji lui demande s'il compte continuer longtemps avec cette histoire de petit frère, mais Choso répond qu'il le répéterait 1000 fois s'il le faut, en lui demandant si les cicatrices sur le front de son père ne lui rappellent rien. Soudain, Naoya apparaît au-dessus d'eux et remarque qu'il ne voit pas Megumi. Lorsque Yuji et Choso lèvent les yeux vers lui, Naoya leur demande s'ils comptent s'enfuir. Yuji est confus puisqu'il ne voit pas pourquoi il le ferait. Naoya révèle alors que l'exécution de Yuji va reprendre maintenant que Gojo n'est plus là pour le protéger. À ces mots, Yuji repense aux paroles d'Ino sur tous les exorcistes que Gojo avait protégés des hauts dirigeants. Naoya ajoute qu'il se moque bien que Yuji vive ou meure puisque sa véritable cible est Megumi. Mais il précise qu'il ne peut pas laisser Yuji se promener librement. Il va simplement lui briser les jambes en attendant Megumi. Yuji lui demande ce qu'il veut à Megumi et Naoya répond qu'il prévoit de le tuer, mais seulement après qu'il aura écrit quelque chose pour lui. À cet instant, Naoya bondit vers eux. Yuji perçoit sa technique mais pas assez vite pour éviter le coup de poing qui lui fracasse le visage et le projette au sol. Il attaque ensuite Choso, qui parvient à bloquer. Mais avant que Yuji ou Choso ne puissent riposter, Naoya s'écarte d'un saut. Yuji commande sa rapidité et Choso ajoute que cela doit venir d'un sort. Surpris par la résistance de Yuji, Naoya s'interroge aussi sur l'identité de l'homme qui l'accompagne. Il demande ensuite s'il doit passer à la vitesse supérieure, mais tous les trois s'interrompent soudain. Ils ressentent une présence écrasante. Yuji pense d'abord à Gojo, mais réalise rapidement que c'est quelque chose de plus sombre et inquiétant. En levant la tête, il aperçoit Yuta qui remarque que Yuji n'est pas seul. Alors que Yuta dégaine calmement son katana, Yuji se questionne sur son identité. Choso pense qu'il se doute déjà de sa présence. Lorsqu'il saute du balcon, sa simple descente détruit une partie du mur, laissant Yuji et Choso bouche bée. En s'approchant, il demande qui est du côté d'Itadori, et Choso répond que Yuta doit être l'exécuteur envoyé pour Yuji. Naoya lève les mains, affirmant qu'il est du côté d'Okotsu. Yuji reconnaît alors son nom, c'est l'étudiant dont Megumi lui a parlé, un autre exorciste de classe S comme Gojo. Naoya se présente comme le cousin de Maki et explique qu'il veut lui aussi tuer Yuji. Il promet de ne pas gêner Yuta, mais demande quelque chose en échange. Choso chuchote à Yuji qu'il doit fuir, car Naoya est un éclair de vitesse avec plus d'un tour dans son sac. Inutile d'essayer de le dépasser, alors il va l'engager en combat. Yuji lui demande s'il est sûr et Choso lui fait savoir qu'ils sont là pour lui. Il pense que cela évitera Yuji d'affronter des exorcistes humains ou de culpabiliser de le laisser derrière. Il active ensuite sa technique de manipulation du sang, rappelant à Yuji que leur objectif est de fuir Okotsu, celui aux cheveux noirs. Selon lui, ce dernier est du même calibre que Gojo. S'ils se battent, il mourra. Pendant que Naoya négocie, il demande à Yuta de ne rien rapporter à ses supérieurs s'il tue Yuji, révélant qu'il l'utilise comme appât pour attirer quelqu'un. Il pense intérieurement qu'il aurait mieux fait de ne pas parler de Megumi. Choso murmure à Yuji qu'ils se retrouveront au point de rendez-vous d'hier et Yuji acquiesce. Dès que Yuta accepte la proposition de Naoya, tous passent à l'action. Yuta fonce immédiatement sur Yuji, ignorant Choso. Ce dernier tente de lancer sa technique de sang perforant, mais Naoya l'interrompt d'un coup. Yuji court à toute vitesse, surpris que Yuta puisse le suivre aussi aisément avec son katana. Yuta, lui, est étonné par la vitesse de Yuji et pense qu'il allait l'achever avec sa première attaque. Choso prépare une nouvelle attaque, mais Naoya le frappe encore. Il ajoute qu'il a vu sa technique de manipulation du sang et ne comprend pas comment il a mis la main dessus. Mais à part le sang perforant, elle ne représente pas une menace. Et pour l'utiliser, Choso doit coaguler son sang, ce qui prend du temps. Tout lui semble donc évident. Choso mourra. Mais Choso change d'expression, se durcit et demande à Naoya s'il croit vraiment s'en sortir après avoir tenté de tuer son petit frère. De son côté, Yuji bondit au-dessus d'une voiture renversée. Yuta surgit pour le couper, mais Yuji utilise la voiture pour changer instantanément de direction et esquive de justesse. Stupéfait, Yuta pensait l'avoir tranché en deux et compare ses capacités physiques à celles de Maki. Yuji lui lance alors la voiture avec un coup de poing, puis tente de rejoindre une zone plus fermée pour prendre l'avantage. Mais Yuta lui renvoie immédiatement le véhicule au-dessus de la tête, l'arrêtant net. Yuta lui demande s'il est surpris, puisqu'il ne semble pas très costaud. Yuji reconnaît alors l'énorme quantité d'énergie maudite qui émane de lui. Il compense son manque de force brute en se renforçant avec de l'énergie maudite. Tout le monde le fait, mais lui, alors qu'il réfléchit, Yuta ajoute qu'il est plutôt faible, mais déborde d'énergie maudite. Il en a même plus que Gojo, ce qui surprend Yuji. Yuta explique ensuite que la différence,
c'est que Gojo possède le sixième œil. La quantité d'énergie qu'il perd en utilisant une technique est pratiquement nulle. Bien évidemment, Gojo reste plus fort que lui, tandis que lui peut arriver à court d'énergie, alors que Gojo n'en manque jamais. Puis, Yuta se jette sur Yuji, dont les souvenirs des enseignements de Todo sur le flux de l'énergie maudite refont surface. Todo lui avait dit qu'il est très difficile de lire les mouvements d'énergie maudite d'un exorciste hors pair, mais pas pour les mêmes raisons que les siennes. Grâce à sa maîtrise supérieure de l'énergie maudite, Yuta est bien plus précis. Il est parfois possible de ne lire ses attaques qu'au moment exact où il frappe. Yuta frappe et semble toucher la tête de Yuji, mais celui-ci se redresse aussitôt. Il a compris que le corps et le katana de Yuta débordent d'énergie maudite. Il est constamment plongé dans un flux d'énergie maudite de la tête aux pieds. Ce n'est même plus une question de savoir lire ses attaques ou non. Chacun de ses coups est mortel, et il est capable de réduire les dégâts encaissés jusqu'à ne presque rien sentir. Mais toujours déterminé, Yuji déclare qu'il n'a pas le droit de mourir ici et qu'il va tenter le tout pour le tout. Alors que notre cher Yuji prend sa dose de flashback et pense que cela le rendra plus fort, Yuta reste à l'offensive. Même si Yuji esquive presque tous ses coups, l'un d'eux lui effleure la joue et lui ouvre une entaille. Il réalise qu'il doit d'abord se débarrasser du katana. Il se dit que s'il renforce son corps avec de l'énergie occulte, l'arme de son adversaire ne devrait pas être très dangereuse. Mais s'il se relâche face à un adversaire pareil, celui-ci pourrait mettre un terme au combat d'un seul coup. Alors qu'il fonce vers Yuta, il saute par la fenêtre ouverte d'une voiture et repère un couteau sur le siège. Il le saisit rapidement avant de ressortir par la fenêtre opposée et de continuer à courir. Yuta bondit par-dessus le capot et l'attaque avec son katana, mais Yuji utilise le couteau de survie qu'il vient de ramasser pour bloquer le coup. Yuta est d'abord déstabilisé, se demandant d'où Yuji sort un couteau, puis réalise qu'il devait être dans la voiture. Il pense que si ce n'est qu'un vulgaire outil de survie, cela ne devrait pas poser de problème. Yuji en profite pour réduire la distance et imprègne le couteau d'énergie occulte afin de contre-attaquer. Il se souvient des mots de Gojo qui lui avait dit que selon les forces de chacun, il conseille ou non l'entraînement pour infuser les objets avec de l'énergie maudite. Mais si quelqu'un utilise une arme maudite, il doit faire attention à l'équilibre entre ce qu'il infuse et ce qu'il garde en réserve. Il lui avait ensuite dit que c'était peut-être un peu trop tôt pour lui. Alors que l'échange continue, Yuji ajoute qu'il n'a rien compris. Puis, en un éclair, Yuta lui dit qu'il se focalise trop sur son katana avant de le lever au-dessus de sa tête et de lui asséner un coup de pied dans le ventre, l'envoyant rouler en arrière. Yuji n'en revient pas de la puissance du coup, mais il se rétablit rapidement. Yuta enchaîne avec une frappe encore plus puissante qui brise le couteau de Yuji et lui entaille l'estomac. Cependant, Yuji utilise l'élan de l'attaque de Yuta pour planter son épée dans le sol. Il l'immobilise ensuite et brise son katana. Yuta est surpris au début et pense que ce n'est pas étonnant venant d'un élève de Gojo. Puis il se ressaisit et dit à voix haute que le combat allait évidemment être difficile. Bien que Yuji ait une blessure profonde, il se dit que ses organes vitaux ne sont pas touchés et qu'ils vont régler ça à main nue. Mais alors qu'il avance pour frapper, une grande créature inquiétante apparaît soudain derrière lui et lui attrape la tête avec ses deux mains. Yuji est paralysé par la peur et Yuta dit à Rika qu'ils étaient juste en train de jouer. Yuji, complètement confus, ne comprend ni ce qu'elle est, ni son nom, ni ce qui se passe et se demande si c'est un shikigami. Tandis que Yuji lutte, Yuta ordonne à Rika de maintenir l'étudiant immobile. Il le poignarde alors calmement dans la poitrine avec le katana brisé. Alors que du sang coule de la bouche de Yuji, Yuta le regarde dans les yeux et s'excuse. À l'intérieur de Yuji, Sukuna est totalement pris au dépourvu, mais remarque quelque chose avant d'afficher son sourire malveillant. De retour sous le passage souterrain, on voit Choso peiner à suivre la vitesse de Naoya, qui utilise la version basique de la projection pour se déplacer rapidement et lui asséner un violent coup dans le ventre. Souffrant de l'impact, Choso se dit qu'il n'a aucune idée de la technique occulte qu'utilise Naoya et que celui-ci ne la révélera sûrement pas puisqu'il domine le combat. Naoya continue de l'écraser sous les coups, tandis que Choso se dit qu'il n'arrive même pas à contrôler le sang qui se trouve en dehors de son corps. Alors concentré celui qui est à l'intérieur, il pense que cela est inimaginable. Naoya le complimente alors sur sa force et lui demande qui il est exactement. Choso, dans toute sa prestance, répond avec confiance qu'il est l'aîné de 10 frères avant d'activer son sort. Exaltation écarlate, déploiement. Ses marques faciales changent et de nouvelles apparaissent. Il déclare ensuite « Résister ». Voilà la raison d'être d'un grand frère. Kaisen, après que Choso a dit à Naoya qu'il est l'aîné d'une fratrie de 10, ce dernier précise qu'il parlait de sa technique occulte et de sa robustesse, puis disparaît du champ de vision de Choso. Ce dernier remarque une ombre sur le côté et se retourne juste à temps pour faire face à un Naoya incroyablement rapide qui a l'impression que Choso s'est rapproché de son niveau. C'est son exaltation écarlate.
En concentrant ses forces dans ses yeux, il a augmenté son acuité visuelle pour mieux suivre ses mouvements. Toutefois, Naoya contre facilement la contre-attaque de Chozo, le frappant à l'estomac et affirmant que c'était bien pensé, mais qu'il agit toujours en partant du principe que l'adversaire va contrer ses attaques. Alors que Chozo tente de se remettre du coup, du sang commence soudain à jaillir d'une blessure ouverte sur sa poitrine. Naoya ajoute que puisqu'il s'entête à ce point à tenir sur ses deux jambes, il va devoir sortir une arme. Il continue en disant que Chozo sait manipuler le sang, donc ça ne sert à rien qu'il le fasse saigner. Mais pense-t-il être assez concentré pour s'occuper de ses blessures tout en esquivant ses coups en même temps? Chozo lui dit qu'il est bien préparé et Naoya répond « Ça craint de se balader armé en tant qu'exorciste. Alors je préfère que tu gardes ça pour toi. Beaucoup dépendent de leurs armes pour gagner, même s'ils ne s'en rendent pas compte. » Ses frères aînés paradaient tout le temps comme des coqs, flanqués de leurs sabres. Ils n'arrêtaient pas de critiquer Toji. Chozo lui demande s'il déteste ses frères et Naoya répond « À quoi ça rime d'être grand frère si ton cadet te dépasse, honnêtement ? Il ne mérite que de crever la gueule ouverte. » Chozo lui dit que c'est grâce à eux qu'il est la personne qu'il est aujourd'hui, ce qui énerve Naoya qui trouve cela ridicule. Mais Chozo ajoute qu'importe s'il a raison ou tort, un grand frère est un modèle à suivre. Si un grand frère emprunte la mauvaise voie, ses cadets peuvent l'éviter. S'il emprunte le bon chemin, il leur servira d'exemple. Il ne s'est jamais demandé s'il était peut-être fort parce que ses aînés sont faibles. Il lui a demandé pourquoi il encaissait si bien. Alors il va lui répondre « C'est parce qu'il n'a jamais eu de modèle qu'il s'est trompé encore et encore. Et malgré ça, il se doit de tracer la voie pour ses petits frères. Voilà pourquoi il est fort. » Alors que le sang à ses pieds s'accumule et se met à onduler, Naoya recule et se demande comment Chozo peut encore survivre après autant de pertes. On apprend alors que les 9 embryons sont des sangs mêlés entre des fléaux et des humains. Leur constitution leur permet de convertir de l'énergie maudite en sang. Tant qu'ils ne manquent pas d'énergie maudite, ils ne mourront pas d'exanguination. Chozo élève ensuite un mur de sang, ce qui fait perdre la trace de sa position à Naoya. Une attaque tranchante plus lente surgit du mur de sang. Naoya l'esquive sans difficulté et conclut que Chozo est enfin en train de mourir de sa perte de sang. Mais Chozo apparaît soudain plusieurs mètres à sa gauche et tire une flèche de sang que Naoya évite de justesse, réalisant qu'il ne doit surtout pas être touché. Le mur de sang continue d'avancer et Naoya parvient à bloquer un coup de pied, mais voit que du sang attache son hakama. Il se demande si le sang qui recouvre maintenant ses vêtements entrave ses mouvements. En face de lui, Chozo prépare une autre flèche de sang et le sang semble léviter autour de lui. Il dit à Naoya qu'il connaît déjà la suite et que maintenant, c'est échec et mat. Naoya reste confiant et dit que sa technique retrace les mouvements à une vitesse de 24 images par seconde, donc il peut bouger sans problème, même dans ces conditions. Il défie Chozo de tirer, mais alors qu'il se jette vers lui, il hésite un instant. Pourquoi Chozo ne déclenche-t-il pas l'attaque? On explique alors que cette technique est une création de Chozo, le résultat de 150 ans d'entraînement. Chozo libère alors Supernova. Une gigantesque sphère de sang explose en dizaines de projectiles qui transpercent Naoya de toutes parts, le laissant totalement vaincu. Chozo s'excuse et dit que c'est le prix à payer quand on n'aime pas ses frères. Cependant, derrière Chozo, Yuta apparaît soudain en traînant un Yuji inconscient par la capuche. Chozo tente de réagir, mais Yuta le frappe au visage sans effort, l'envoyant s'écrouler au sol. Alors que Naoya lève les yeux, Yuta lui dit, avec un ton presque humiliant, « Ce n'est pas si simple on dirait, Naoya, et cet arc continue. »